Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui fête ses 20 ans cette année et de l'action menée par le réseau Europe Direct France sur cette question en compagnie de Léa Magri, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Léa, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste la Charte des droits fondamentaux de l'UE, s'il vous plaît ? Oui, alors la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été proposée par la Commission européenne en 2000, mais n'est entrée en vigueur qu'en 2009 lors du traité de Lisbonne. Elle est devenue contraignante. Oui. C'est ça. Donc c'est vraiment la fondation des valeurs européennes et elle participe à la fois à la préservation d'un patrimoine spirituel mais aussi moral. Et elle repose sur la démocratie et sur l'état de droit. Donc elle permet vraiment la sauvegarde des droits fondamentaux et implique aussi des devoirs pour les citoyens européens. Et elle est basée sur 6 grands principes, donc la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et la justice. Donc c'est dans le cadre vraiment d'une grande action commune qu'on a décidé de fêter cet anniversaire. Donc c'était au cours d'une semaine entière, on a fait un jour un hashtag avec chacune des valeurs et le but c'était vraiment de permettre de voir dans un cadre plus concret l'application de ces valeurs pour les citoyens européens. Donc quand vous dites on, c'est le réseau Europe Direct français, les 49 Europe Direct français qui sur les réseaux sociaux ont joué le jeu en fait de publier ces petits posts. C'est ça. Alors, justement, donc le premier chapitre de la charte est consacré à la dignité. C'est l'un des fondements de cette charte, parce que de la dignité découlent quasiment presque tous les autres droits. Notamment, il est précisé dans la charte, la dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. Alors, quelle citation avez-vous choisi de mettre en valeur et pourquoi ? Donc pour cette première valeur, on a décidé de choisir une citation d'Emmanuel Macron au Conseil de l'Europe de Strasbourg en 2019. Donc je cite « Parce qu'être européen, fondamentalement, c'est ne jamais se résigner dans le combat pour la liberté et pour la dignité ». Donc on a choisi celle-là car elle rappelle vraiment l'importance de la dignité en Europe, vu tous les scandales actuels, que ce soit à l'encontre de certaines minorités, au niveau des violences policières, mais aussi des violences envers les policiers ou encore des conditions de travail dans certains secteurs qui sont compliquées. Et donc nous avons aussi mis en valeur une action proprement européenne. Donc c'est le fait que la législation européenne protège les personnes LGBTI de toute discrimination, donc dans le monde professionnel, mais aussi pour l'achat de biens et de services. Et une proposition de loi est en cours pour étendre cette législation à d'autres secteurs, donc par exemple à la santé, à l'éducation, mais aussi à l'accès au logement. Donc c'est bien pour montrer que la dignité est vraiment un droit et elle fait partie de l'intégrité humaine, mais que ce soit mentale ou physique. Et ça nous a semblé vraiment important de la mettre en valeur et c'est très représentatif, pardon. Donc ensuite, on en arrive au chapitre sur les libertés, où la charte précise notamment que toutes les libertés fondamentales humaines doivent être garanties, et elle est garante du respect de ces libertés. Donc quelles citations, quelles sont les actions que vous avez choisi de mettre en valeur ? Alors au niveau de l'action, on a choisi de mettre en valeur la liberté d'expression. Donc pour ça, on s'appuie sur le Centre européen pour la liberté de la presse et des médias qui est financé par le Parlement européen. Donc ce centre a plusieurs programmes, dont un est pour le pluralisme et la liberté des médias. Donc ils analysent objectivement et systématiquement des éléments qui peuvent faire peser un danger sur la liberté des médias dans l'Union européenne et ces informations sont disponibles au public sur demande. Et en ce qui concerne une citation, on a choisi Jacques Delors lors d'un discours prononcé pour la 40e année académique au Collège de l'Europe, donc en 1989, qui lui-même cite Denis de Rougemont en 1948. Donc la citation, c'est « La conquête suprême de l'Europe s'appelle la dignité de l'homme et sa vraie forme est dans la liberté. Tel est l'enjeu final de notre lutte. C'est pour sauver nos libertés acquises, mais aussi pour en élargir les bénéfices à tous les hommes que nous voulons l'union de notre continent. » Donc on l'a trouvée assez percutante car elle donne vraiment les grandes directions de l'Union européenne, le pourquoi du comment en quelque sorte, et vraiment l'essence de l'Union. Et comme on l'a dit juste avant, de la dignité découle la liberté.
Donc, on arrive après le troisième chapitre, qui est le chapitre de l'égalité. Alors, ce chapitre implique que l'Union européenne défend tous les citoyens, et même pas que ces citoyens, d'ailleurs aussi toutes les personnes qui habitent sur son sol, sans discrimination de genre, d'appartenance ethnique ou religieuse ou culturelle, etc. C'est le principe de ce chapitre sur l'égalité. Oui, tout à fait. Et du coup, pour l'illustrer, on a cité Elena Dali, donc qui est commissaire chargée de l'égalité, donc lors d'un discours qu'elle a effectué cette année en 2020, où elle dit « L'égalité et la non-discrimination sont des valeurs essentielles et des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Cela signifie que chacun dans l'Union européenne devrait se sentir en sécurité et libre sans avoir à craindre la discrimination ou la violence fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre ou les caractéristiques sexuelles. » Donc on trouvait que cette citation en elle-même résumait très bien le principe. D'accord. Et est-ce que vous avez mis en valeur une action particulière? Oui, tout à fait. Donc on a choisi l'égalité d'accès dans le transport aérien partout dans l'Union européenne. Donc il faut savoir qu'dans l'Union européenne, une personne à mobilité réduite ou en situation de handicap ne peut pas se voir refuser la réservation ou l'embarquement, sauf en cas d'absolue nécessité, donc si c'est des questions de sécurité ou à cause de la taille de l'aéronef. Et ces personnes, en plus, peuvent bénéficier d'une assistance gratuite pour les aider dans leur voyage, à condition d'informer les compagnies, les transporteurs ou les aéroports au moins 48 heures à l'avance. Oui, pour qu'ils puissent s'organiser et justement avoir un agent qui accompagne cette personne. C'est ça. Donc nous en arrivons maintenant aussi au chapitre sur la solidarité. Oui, donc la solidarité, donc pilier forcément aussi très important. On a choisi une citation de Monsieur Juncker en 2016. Donc c'est l'ancien président de la Commission européenne, où il dit « La solidarité est un acte volontaire, elle doit venir du cœur et elle ne peut être imposée ». Donc elle est intéressante cette citation car elle montre bien l'esprit, encore une fois, de l'Union européenne. C'est vraiment une volonté des peuples de s'unir et de s'entraider pour un avenir meilleur. Et du coup, on l'a illustré avec une action assez flagrante qui est en réaction avec un événement qui s'est produit. Donc c'est une aide de 30,8 milliards d'euros qui est prévue pour la période 2021-2027, donc dans le budget de l'Union européenne, pour la protection et l'accueil des réfugiés dans les États membres. Et en plus de ces fonds qui sont alloués, l'Union a ajouté des garanties afin que le degré de protection mis en place pour les réfugiés soit le même, peu importe le pays d'accueil. Et c'est vraiment la réponse à la crise migratoire que nous avons pu voir, et qui est encore en cours d'ailleurs. Oui, tout à fait, elle n'est pas encore complètement conclue. Alors, on arrive à l'avant-dernier chapitre, le chapitre sur la citoyenneté. Cette citoyenneté qui confère notamment aux citoyens européens des droits supplémentaires en matière de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes. Lorsque vous êtes un Français qui réside en Allemagne, vous avez tout à fait le droit de vous faire élire au conseil municipal ou bien aux élections européennes, même sur le sol allemand, ou pour représenter l'Allemagne ou votre municipalité. Et également, les citoyens ont la possibilité de faire entendre leur voix par différents moyens, saisir le médiateur européen, répondre à des initiatives citoyennes européennes, il y a aussi des consultations citoyennes, etc. Donc, je vous écoute. Donc au niveau de l'action de l'Union européenne à ce niveau-là, il y a un projet qui devrait être mis d'ici 2024 en application au plus tard dans tous les pays de l'Union quand ils seront approuvés. C'est le fait que lors des élections européennes, les citoyens peuvent voter depuis un État tiers, mais plus précisément que le logo des partis politiques qui apparaîtront sur les bulletins de vote pour faciliter l'affiliation des candidats, et l'autorisation de nouvelles modalités de vote, donc que ce soit anticipé par correspondance ou électronique pour vraiment faciliter cet accès aux élections. Et c'est dû au fort taux d'abstention qu'on voit de manière globale dans les élections européennes, qui est parfois dû à un manque de clarté, les citoyens qui ne se sentent pas concernés, qui sont perdus, qui se retrouvent pas dans les partis politiques, etc. Donc c'est vraiment pour éveiller cette citoyenneté européenne. Et du coup, c'est assez bien illustré par une citation, encore une fois, de l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui nous dit, devant un discours devant la Commission en 2018,
Disons oui au patriotisme qui n'est pas dirigé contre les autres. Disons non au nationalisme surfait qui rejette et qui déteste les autres, qui détruit, qui cherche des coupables au lieu de chercher des solutions qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Donc c'est toujours dans cette notion d'union, surtout avec les montées de nationalisme qu'on a pu observer ces dernières années. Dans différents pays européens. Oui. Et d'ailleurs, je précise qu'effectivement, dans certains États membres, lorsque le citoyen n'est pas présent sur son territoire, il ne peut pas voter. Ce fut le cas l'année dernière de notre jeune volontaire portugais qui, s'il souhaitait voter aux élections européennes, il devait se rayer en fait de la carte de son bureau de poste de vote, portugais pour s'inscrire en France, mais il ne restait que quelques mois. Il n'avait pas la possibilité de voter par procuration ou par correspondance. Donc effectivement, il n'a pas, lui, pu voter aux élections européennes. Il en était fort peiné. Oui. Nous arrivons enfin donc au dernier chapitre, qui est le chapitre sur la justice, qui conclut donc cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Oui, donc c'est vraiment le dernier pilier. Et du coup, la citation qui illustre bien, c'est lors d'un discours sur l'état de l'Union par la présidente von der Leyen en session plénière, donc au Parlement européen en 2020. Elle nous dit « Lorsque les États membres reprochent à l'Europe d'être trop lente, je leur demande de se montrer courageux et de passer enfin au vote à la majorité qualifiée, du moins en ce qui concerne les droits de l'homme et à la mise en œuvre de sanctions. » Donc c'est vraiment pour montrer qu'il faut toujours être vigilant sur l'application de ce principe, mais surtout avoir le courage d'agir et pas seulement en parler. Et effectivement, beaucoup de décisions à l'heure actuelle sont prises à l'unanimité. Donc il suffit qu'un seul État ne soit pas d'accord pour bloquer totalement le processus. Donc effectivement, si on passe à un vote sur certaines questions, peut-être pas sur toutes, bien entendu, mais sur certaines questions, donc à un vote à la majorité qualifiée, c'est sûr qu'on avancerait certainement beaucoup plus vite sur certaines questions, et notamment les droits fondamentaux, la dignité humaine. Je pense que c'est indispensable. Oui, voilà. Et du coup, au sujet de l'action, donc on a une agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, donc qui s'appelle Eurojust, qui lutte contre la criminalité transfrontalière, qui est compliquée en raison de 28 systèmes judiciaires totalement différents. 27 maintenant. Et du coup, elle permet la détection plus efficace de groupes criminels transnationaux, mais aussi de faciliter la coordination des enquêtes et des poursuites et la coopération des autorités compétentes des États membres. On se rappelle notamment en 2015, lors des attentats de Paris, il y a eu une très forte coopération entre les autorités judiciaires belges et françaises pour justement arrêter les commanditaires des attentats de Paris. Merci beaucoup Léa, c'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À très bientôt.